Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous sommes le 12 septembre, date à laquelle on célèbre tous les ans la journée internationale des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. La coopération Sud-Sud qui est un axe prioritaire de la politique étrangère du Maroc. Premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, le Royaume du Maroc se veut engagé en faveur d'une coopération solidaire, Sud-Sud et triangulaire qui se traduit par la mise en œuvre de projets concrets. Objectif, développer les économies africaines. Pourquoi la coopération Sud-Sud est si importante? Quelle place occupe-t-elle dans la stratégie africaine du Maroc? Réponse ce soir avec M. Bakary Samb. Vous êtes président du Timbuktu Institute. Vous êtes avec nous depuis Kinshasa. Bonsoir. Bonsoir et merci de votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, quand on parle de cette coopération Sud-Sud, comment aujourd'hui le Maroc s'impose en tant que leader de la coopération Sud-Sud en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest? Oui, le Maroc est un pays qui a pris conscience de ses contraintes géopolitiques, mais aussi de ses racines historiques. Je rappelle que c'est feu Sa Majesté Hassan II qui, dans un discours en 1983, disait que le Maroc est un vieil arbre dont les racines se trouvent en Afrique, bien que les branches puissent tendre vers la Méditerranée. Donc cet ancrage africain du Maroc relève de son histoire, avec une longue histoire, depuis les Almoravides et toutes les dynasties qui sont passées, mais aussi avec une revivification de cette relation-là, bien avant l'indépendance des pays africains, mais aussi durant toute la construction de l'unité africaine, avec notamment le fameux groupe de Casablanca. Donc, cet ancrage historique du Maroc en Afrique, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, relève de l'histoire, relève des spécificités de ce royaume qui est un État pont entre l'Afrique et l'Europe, mais aussi qui a joué un véritable rôle dans le renforcement de cette coopération, avec notamment des projets structurants dans plusieurs domaines, dans l'industrie, dans le transport, dans l'agriculture, etc. Le Maroc, donc, dont la position géographique est aujourd'hui stratégique, comme vous l'avez dit, pont entre l'Afrique et l'Europe, un hub aujourd'hui de la mondialisation. Justement, quelles sont aujourd'hui les principales initiatives mises en place par le Maroc pour promouvoir le développement économique des pays africains dans le cadre de la coopération Sud-Sud? Vous savez, très tôt, le Royaume s'est inscrit dans une logique de coopération avec la stratégie qu'on a connue dès le début à l'indépendance, avec ce qu'on appelait le bilatéralisme sélectif, c'est-à-dire le Maroc qui développait des relations avec des pays avec lesquels il avait une certaine affinité, comme la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny, le Sénégal, le Congo, etc. Mais aussi, aujourd'hui, je crois que c'est dans un cadre stratégique où le Royaume s'impose comme un véritable État pont, un bridge power qui peut faciliter la connexion du reste de l'Afrique à l'Europe, mais aussi aux autres continents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui ont été développés dans l'agriculture, par exemple, avec cette possibilité que le Maroc a offerte aux pays africains d'accéder aux engrais avec son phosphate, mais aussi l'énorme projet du gazoduc avec le Nigeria, ce qui structure une coopération sud-sud basée sur des intérêts africains stratégiques, à un moment où le continent vit un tournant en étant un continent avec un véritable enjeu géopolitique. C'est-à-dire que notre continent aujourd'hui est dans une posture inédite, dans une posture inédite, où le basculement géopolitique de notre continent pourrait changer la nature des rapports de force au niveau international. De ce point de vue, le Maroc, comme pays pont, Bridge Power, joue un rôle énorme avec ses projets structurants, comme le gazoduc dont j'ai parlé, la question des phosphates, mais aussi le transport maritime, la formation scientifique. Et on l'a vu, ça a fonctionné pendant la Covid avec le pont aérien qui a été institué par le Maroc pour partager son expertise avec les autres pays africains. Le Maroc, donc un acteur important, en tout cas pour faciliter aujourd'hui la connectivité entre pays africains. Et justement, j'en viens à cette vision royale pour l'Atlantique. Comment s'inscrit-elle aujourd'hui dans la coopération Sud-Sud? Une vision, rappelons-le, qui est solidaire pour un développement durable du continent. Cette initiative est inédite. Et ça part de la vision de Sa Majesté et de la stratégie marocaine
à un moment où le développement spectaculaire des provinces du sud du Maroc sert d'exemple et de cas d'études pour les pays africains. C'est-à-dire que comment le Maroc a pu développer ses provinces du Sud avec un développement durable, mais aussi l'implantation d'infrastructures. Et le port d'Arla Atlantique aujourd'hui vient contribuer à cette connectivité africaine. Mhm. Sur un autre point de vue, au moment où certains pays sahéliens comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres souffraient de problèmes liés à la coopération internationale, le Maroc offre une opportunité rare à ces pays-là de se connecter à l'Atlantique et d'avoir cet accès tant recherché. Et cela est doublement stratégique d'un point de vue africain avec le désenclavement des pays sahéliens, mais aussi d'un point de vue international, où le Maroc, de par sa position stratégique et de la vision que ce royaume a développée au point de développer ses provinces du Sud, offre une ouverture sur l'Atlantique, facilitant ainsi la connectivité au plan international, mais aussi l'accès à ces pays africains au marché mondial. Une opportunité donc pour ces pays africains pour se connecter aujourd'hui au monde à travers cette façade atlantique. En tant que premier investissement africain en Afrique, notamment dans l'Afrique de l'Ouest, quel secteur aujourd'hui d'investissement le Maroc privilégie dans le cadre de cette coopération sud-sud et pour un développement continental durable? Il est clair qu'avec le développement de cette coopération, d'abord, vous savez, le Maroc est un pays qui a une stratégie africaine qui s'est basée sur un capital symbolique fort, c'est-à-dire les liens historiques d'abord. Mais sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ce royaume a pu convertir son capital symbolique en capital économique et diplomatique, avec notamment l'ouverture sur le marché financier, les banques marocaines qui sont présentes un peu partout, les télécommunications, mais aussi l'agriculture et le commerce. Et aujourd'hui, je crois que ce savoir-faire marocain, qui est un savoir-faire du Sud finalement, qui peut drainer dans son avancée les autres pays africains, montre la pertinence du choix marocain de la coopération sud-sud. Aujourd'hui, le domaine financier, les banques, l'agriculture, avec la possibilité qu'offre le Maroc aux pays africains d'accéder aux engrais avec ces phosphates, mais aussi le projet de gazoduc et ce désenclavement des pays sahéliens à travers l'initiative atlantique développée par Sa Majesté. Je crois que le Maroc est en train d'ouvrir d'autres perspectives, notamment dans le savoir-faire, dans l'éducation. N'oublions pas que des milliers de subsahariens sont formés dans les universités marocaines grâce à l'action de l'Agence marocaine de coopération internationale. Mais je pense que voilà un vivier assez important humain qui, à mon avis, représente un gage durable de la continuité de la collaboration et de la coopération entre le Maroc et ses pairs africains. Plusieurs secteurs clés, donc l'agriculture, la télécommunication, les institutions financières, les banques, le commerce. Justement, si on devait parler des sources de financement de la coopération sud-sud, quelles sont-ils? Quelles sont-elles plutôt? Oui, je crois qu'il y a d'abord, dans ce domaine-là, les institutions financières internationales sont là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans la marche vers la souveraineté des pays africains, que le Maroc puisse être un bridge power qui a développé des institutions financières avec une certaine capacité, mais qui peut aussi, au regard du développement spectaculaire de cette coopération et la connectivité avec les économies africaines, pouvoir se baser sur des fonds beaucoup plus importants avec un autofinancement africain qui seul garantira la marche du continent vers une souveraineté économique. Et de ce point de vue-là, c'est là d'où vient cette pertinence de la coopération sud-sud, mais aussi inscrite dans les grands ensembles africains comme la ZLECAf et d'autres possibilités qu'offrent les outils et les mécanismes d'intégration africaine. Et sur ce point de vue-là, le Maroc, avec ses pairs africains, devrait aller vers une plus grande autonomisation financière pour que les choix de développement et d'investissement soient des choix africains assumés au service des intérêts africains. Des choix assumés pour les intérêts de l'Afrique, pour le continent africain. Donc cette coopération sud-sud peut aujourd'hui changer en tout cas les rapports de force existants au niveau de la géopolitique mondiale et redonner à l'Afrique le poids en tout cas qu'elle mérite. Oui, l'Afrique est devenue une réalité géopolitique incontestable au regard de
de son positionnement stratégique, mais aussi des circonstances de la géopolitique internationale. Aujourd'hui, dans cette compétition vers les ressources naturelles de regorge le continent, cette compétition vers les positionnements géopolitiques et stratégiques avec notamment le Niger, le Sahel, le bassin de la Tchad et d'autres zones, mais aussi on se rend compte qu'on est dans un monde où il y a une bipolarisation aujourd'hui, en tout cas une polarisation qu'il y a aujourd'hui entre d'un côté les partisans de l'OTAN et de l'autre les partisans de la Russie. Et sur dans ce méli-mélo géopolitique, l'Afrique doit frayer son propre chemin et ne pas être un instrument d'influence ou un instrument au service d'une puissance quelconque. C'est en ce sens-là que l'unisson et l'unité, l'union des forces africaines avec le Maroc, avec d'autres pays comme le Nigeria, le Sénégal, avec son positionnement stratégique, ces pays-là pourraient compter sur la géopolitique mondiale en développant cette coopération sud-sud basée sur les intérêts stratégiques africains, mais aussi profitant de ce moment rare de la géopolitique mondiale où l'actualité nous enseigne que le continent africain aujourd'hui est susceptible de faire basculer le rapport de force vers quelque puissance que ce soit selon son alignement. Et bien là, c'est le grand moment, comme le montre le Maroc, qui est un pays qui a innové sur le côté des transports, sur les infrastructures. C'est le moment pour l'Afrique de se réinventer sa place et de prendre cette véritable place-là et ne pas servir seulement de point de basculement, en tout cas d'allié conjoncturel pour d'autres puissances. L'Afrique qui doit se réinventer, comme vous le dites, l'Afrique qui crée son propre chemin dans l'échiquier, en tout cas mondial. Comment cette coopération sud-sud favorise et renforce davantage la résilience des économies africaines face aux défis globaux à venir, donc, notamment le changement climatique? Oui, absolument. Sur la question du changement climatique, vous savez que l'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais qui subit le plus les effets du réchauffement climatique. Et de COP en COP, les Africains ont plaidé pour ne pas subir ce qu'on appelle cette double peine climatique, c'est-à-dire que souffrir du réchauffement climatique, en même temps subir les conséquences économiques des transitions énergétiques qui ne prendront pas en compte les intérêts de l'Afrique. Aujourd'hui, avec plus de 300 millions sur le continent qui n'ont pas accès à l'électricité, comment pousser les Africains à abandonner les énergies fossiles sans des alternatives, sans des accompagnements financiers? Cela pose un véritable problème. Mais je crois qu'en créant des consortiums et une forme de coopération stratégique telle que le Maroc et le Nigeria, le Maroc qui va permettre au gaz nigérian de rejoindre l'Europe, l'ouverture sur l'Atlantique, mais aussi la coopération agricole avec l'accès aux engrais. On l'a vu pendant la Covid, par exemple, c'était une belle démonstration autant de la générosité du Maroc vis-à-vis de ses pairs africains, mais de la capacité d'un pays africain comme étant un véritable bridge power qui, dans sa résilience, draine les autres. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous. Désolée de vous interrompre. On arrive déjà au terme de cet entretien. Donc, merci à vous, Monsieur Bakary Samb. Je rappelle que vous êtes président du Timbuktu Institute. Vous étiez avec nous depuis Kinshasa. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.